Bonjour, je suis Laurent de Roblaudre. Je reçois aujourd'hui pour l'interviewer Robert Levy, entrepreneur depuis toujours. Robert, est-ce que tu peux dire un peu qui tu es? Oui, écoutez, moi, Robert Levy, je ne connais que ça, j'ai jamais été salarié, n'est-ce pas? Donc je suis sorti de l'école, j'ai fait une école de commerce à Paris, et un prof m'a dit, ben voilà, si tu t'installes pas tout de suite, tu seras salarié, et le jour où tu vas t'installer, tu vas perdre ton salaire, donc tu vas régresser. Donc tu as tout intérêt à t'installer le plus vite possible. Voilà, donc j'ai écouté, et je me suis installé à 23 ans, sortant de l'école. Ensuite, j'ai monté à peu près 8 affaires dans ma vie et qui en majorité ont bien marché, surtout la première et la dernière d'ailleurs. Voilà. Nous poursuivons l'interview avec l'image cette fois-ci, au moment où je demande à Robert, finalement, quand est-ce qu'on doit arrêter une entreprise, un projet qu'on a démarré. Voilà, place à l'image. Oui, alors Robert, il y a des moments où il faut insister ou pas finalement, et peut-être arrêter un projet, ou bien au contraire aller plus loin. Mais souvent il faut s'adapter, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Bon, il faut chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a un petit détail qu'il faut changer, et à ce moment-là ça marcherait. Je ne crois pas, moi, qu'on puisse dire, sauf sur les événements très importants, où effectivement, la réglementation, la législation change et là il faut arrêter complètement une activité. Et souvent il faut l'adapter. Les locations de voitures aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Qu'est-ce qui fait que certaines activités, tu as dit maintenant, celle-là j'arrête? Soit c'est une question d'éthique, comme marchand de biens, j'arrête parce que je ne suis pas en harmonie avec ce que je pense et ma philosophie de vie. Donc là j'arrête parce que ça ne me convient plus. Pourquoi j'en ai pas tellement arrêté. Hein. L'hélicoptère, il y a eu un accident. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, finalement, on se dit, j'ai arrêté parce que j'étais plus en cohérence finalement entre ce que je fais et qui je suis. Oui, oui, parce qu'on évolue, on change. Donc à un moment donné, ça ne me posait aucun problème. Et puis à un moment donné, ma vie, ça m'a posé des problèmes. Donc j'ai arrêté tout simplement. Une chose qui est intéressante, c'est aussi d'encourager des salariés à devenir entrepreneurs, à passer le pas. Toi, quelle différence tu fais entre un entrepreneur et un salarié finalement? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi les différences fondamentales? Ouais, il y a une grosse différence. C'est une question de mentalité. Le salarié, il obéira toujours à quelqu'un, il va dépenser 85% de son énergie, soit à essayer de prendre la place de celui qui est au-dessus, soit à empêcher celui qui est en dessous de prendre sa place. Et il reste 20% pour vraiment créer de la valeur ajoutée dans la société. Donc l'entrepreneur, il n'est pas du tout dans ce cas-là. Il crée de la richesse, de la valeur ajoutée. C'est un espèce de chef d'orchestre qui prend un peu d'argent d'un côté, des idées, du personnel, un camion, un expert comptable, un avocat, etc. Et il essaye de créer de la valeur ajoutée avec tout ça. Tu m'expliquais hier soir d'ailleurs au dîner comment dans ton management d'entreprise, quelquefois tu réunis ton équipe, qui sont en train de se disputer, et quel discours tu retenais à ce moment-là? Oui, on perd souvent de vue l'objet vraiment de la société. Là, on vendait des médicaments, je leur disais, bon, il y a des problèmes internes, etc., mais n'oubliez pas qu'on est là pour vendre des médicaments. Donc tout ce qui est autre, il faut le supprimer. Toutes les disputes internes, ça ne va pas aider à vendre des médicaments. Toutes les histoires, etc., il faut éviter. Il faut éviter et se recentrer. Souvent, les gens oublient complètement. On va par exemple dans une mairie en France, je pense que le personnel de la mairie a vraiment oublié qu'ils étaient là pour nous rendre service. Ils ont complètement oublié. La priorité, c'est le salaire, c'est les RTT, c'est partir à l'heure, c'est essayer de monter en grade pour prendre la place de celui qui est au-dessus, pour empêcher celui qui est en dessous de prendre ma place. Et éventuellement, on va rendre service à la personne qui... Comment faire pour aider les gens à se recentrer sur le cœur, sur le sens il faut leur rappeler, tout simplement. Il faut leur rappeler, faire des réunions très très rapides en disant voilà, on est là... Très très rapide? Oui, en restant debout. Hein. Dire voilà, j'ai quelque chose à vous dire. En restant debout? Oui, on est là, j'ai quelque chose à dire. Et voilà, pour pas que ce soit trop solennel, pour pas que les gens soient saturés, qu'ils perdent leur temps, etc. Moi, quand je dirigeais la société, souvent, je dis, ouais, j'ai quelque chose à dire. C'était soit positif, soit négatif. Je dis,
dis voilà, on a perdu telle somme parce qu'il y a eu une erreur, je veux bien payer, parce que il ne faut pas que ça recommence. Il faut savoir où est la faille. Trouver la faille entre vous. C'est pas à moi à la trouver. C'est chacun de vous, vous dites voilà, moi j'ai fait ça, est-ce que c'est cohérent ou qui a fait l'erreur? Je ne veux pas savoir qui a fait l'erreur pour le punir. Non, non, moi je veux une chose, c'est qu'il n'y ait plus d'erreur. C'est tout, il n'y a que ça qui est important. Voilà. Donc il faut mettre les gens en face de leur responsabilité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit développer beaucoup la dimension d'autorité? Non, pas d'autorité. Non, c'est pas d'autorité. Il faut beaucoup de charisme pour que les gens... Comment on développe le charisme pour que les gens nous suivent. Ben, déjà, il faut avoir une rigueur soi-même extraordinaire. Si on travaille 15 heures par jour, on peut demander aux gens de travailler 10 heures. Mais si on travaille 2 heures, c'est pas cohérent. Si on gagne de l'argent, il faut le redistribuer, il faut dire la vérité aux gens. Il faut vraiment dire la vérité. Et là, on gagne de l'argent. Donc vous allez en profiter. Ne serait-ce qu'en gardant votre job. C'est pas obligé de les augmenter sans arrêt. On dit voilà, oui, voilà, on construit. Et si la personne passe son temps à changer de voiture et les gens ont l'impression de travailler pour des futilités, ça ne marchera pas à long terme. Maintenant, si les gens sentent qu'on construit, on bâtit, on consolide, on achète des bâtiments, on monte des filiales, à ce moment-là, ils diront voilà, on est dans un train qui avance et on va tous en profiter. Ne serait-ce que garder le travail à long terme. Quelqu'un qui se pose la question, salarié, j'y vais-y pas, je crée mon entreprise, je ne crée pas mon entreprise, j'hésite. Tu rentres, tu auras envie de dire quoi Ben, c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que la personne qui veut être salarié va être tranquille. Quelqu'un qui est salarié qui se dit j'hésite à y aller, j'aimerais créer mon entreprise, tu as envie de lui dire quoi cette personne? S'il a les qualités pour monter sa boîte, il n'y a aucun problème. Ben, pas trop de peur. Ça, pour moi, c'est essentiel. Il faut être conscient du danger, parce que tout le monde, si les héros n'avaient pas peur, il n'y aurait pas de héros. Voilà, les gens qui sont complètement inconscients, drogués et sous, c'est pas un héros pour moi. Il n'a pas peur, mais voilà. Il n'est pas très conscient. Voilà, il n'est pas très conscient. Il n'y a pas de raison, tout le monde est capable de monter une affaire. Mais enfin, il faut avoir la volonté, il faut mettre ça en priorité, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... voilà. Mais quelqu'un qui a, je sais pas, 40, 50 ans, qui a une carrière en entreprise, qui bénéficie d'un gros chèque de licenciement, et qui se dit « Ah, c'est le moment de monter ma boîte ». C'est quoi les premiers conseils que tu lui donnes? C'est très facile. Il fallait voir des gens qui ont réussi, des gens qui sont dans les affaires. Il faut déjà se vendre pour que la personne nous reçoive. Et elle dit voilà, vous avez plein d'activités et je suis sûr que vous avez des idées que vous n'avez pas le temps d'exploiter. Est-ce qu'on ne peut pas s'associer sur ces idées-là et vous me guiderez? On est obligé de réussir. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Et quand il était étudiant, je lui ai dit voilà, tu vas importer des tables de massage des États-Unis. Et je lui ai dit fais attention à ça, là tu auras un problème. Et voilà, ça lui a appris à gérer une petite boîte, mais il est obligé de réussir. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, quelqu'un qui a l'intuition que la création d'entreprise, c'est quelque chose qui peut lui convenir, mais qui n'a même pas forcément d'idée ou de projet, la première chose, c'est de se rapprocher de gens qui ont réussi dans ce domaine, et puis son projet il va se monter comme ça, finalement, à côtoyer les gens qui vont le mettre sur des opportunités. Oui, par exemple, de quelqu'un qui a une flotte de camions, et ben, peut-être qu'il a un problème pour le nettoyage. Il faut se greffer sur son activité en disant voilà, moi tout le nettoyage, je m'en occupe. Mais c'est ce qui a été fait à haut niveau, avec l'informatique, ils ont commencé à louer des ordinateurs, dans tous les secteurs d'activité, il y a des gens qui ont greffé, qui sont devenus des multinationales, qui ont greffé des activités annexes. Les photocopieurs, on nous les loue. Bon, il y a des sociétés qui prennent les photocopieurs, qui les mettent chez toi, et qui font en sorte que ça marche tout le temps. Voilà, tu n'as plus de soucis. Tu as une flotte de 10 photocopieurs et ils marchent. Et si ça ne marche pas, tu prends ton téléphone. Donc l'entrepreneuriat, il n'y a pas de limite à la création d'entreprise? Non, pour moi, il n'y a pas de limite. Moi, par exemple, je fais beaucoup de location d'entrepôt. Je travaillais avec Total, une filiale de Total. Et avant, bon, ils achetaient un bâtiment, ils le construisaient, et ils étaient occupants. Maintenant, c'est fini, ils ne veulent plus être propriétaires. Ils sont locataires. Ils ont un loyer. Quand il y a un moindre problème, ils téléphonent au propriétaire, il y a une fuite.
il y a ça à faire, et puis c'est fini. Et c'est trop grand, ils déménagent, tous les 3 ans ils peuvent déménager, tous les 3 ans ils partent, et puis c'est fini. Si c'est trop petit, ils peuvent déménager aussi, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. Pourquoi si peu de gens passent à l'acte alors? Parce que c'est une culture. Il y a des pays comme Nouvelle-Zélande, les pays neufs, l'Afrique du Sud, les États-Unis, etc. C'est évident, tout le monde est entrepreneur. En Israël, n'en parlons pas. Tout le monde est entrepreneur. Pas tout le monde, mais beaucoup d'entreprises. Parce que tout le système est fait pour favoriser, pour valoriser la personne qui monte une boîte. Et quand on monte une boîte, on crée des emplois. Et c'est quand même aujourd'hui une chose essentielle. On crée de la valeur ajoutée. Alors que les fonctionnaires, ils mangent de la valeur ajoutée. Et l'impact sur la personne, sur l'entrepreneur, c'est quoi? Là, là, il y a un problème, parce qu'après, il y a l'ego qui risque de gonfler et d'exploser. C'est pour ça que beaucoup de boîtes se cassent la figure. Parce que le dirigeant va confondre bénéfices et chiffre d'affaires, et il va trop dépenser. Il y a 2 sortes d'argent. Il y a l'argent pour vivre, 5 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, chacun. Et après, il y a l'argent pour les affaires. Il faut bien compartimenter les deux, il ne faut pas mélanger les deux. Et quand on commence dans l'entrepreneuriat, c'est un problème. Parce qu'il faut rester, oui, aujourd'hui, on a une valeur ajoutée ce mois-ci de 20 ou 30 000 euros. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut prendre 30 000 euros de salaire. Parce qu'il faut réinvestir, parce qu'il faut construire, il faut prévoir que le mois prochain, on n'aura peut-être pas ces 30 000 euros, etc. Donc il y a l'argent, et il y a 2 argents différents. Il faudrait que ce soit 2 monnaies différentes. Et ça, c'est un problème. Quand on a la culture d'entreprise comme les grands milliardaires, etc., eux, ils font bien la part des choses. Ils ne vont pas dépenser ce qu'ils gagnent tous les mois. C'est pas possible. Ils n'y arriveraient pas. Mais ils ont, et surtout pour les enfants, on leur dit voilà, en général, les enfants sont très très bien élevés. Moi, j'ai fréquenté des gens, des enfants de milliardaires. 1 euro, c'est 1 euro. Voilà. Le jeu en vaut la chandelle alors, créer son entreprise? Pardon? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que bien sûr, c'est prêt à payer tout à l'heure? Oui, c'est un peu comparable à notre niveau avec les enfants. On est en couple, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants? Oui, c'est bien évident parce que c'est l'essence même de la société, que la race se perpétue. C'est pour ça qu'on a un plaisir énorme, démesuré d'avoir des enfants, des petits-enfants, parce que la race se perpétue et toutes nos actions. On se marie, on tombe amoureux, on a un job, on gagne de l'argent, on construit une maison. Pourquoi? Pour que les enfants soient bien et que la race continue. Et bien les entreprises, c'est la même chose. Si on veut qu'un pays continue, c'est pas au niveau familial, c'est au niveau national. Et bien aujourd'hui, on voit bien que la seule solution, c'est de créer des sociétés. Parce que les grosses boîtes, c'est bien beau, mais ils embauchent 1000, ils débauchent 2000. Donc il y a une fierté aussi. Bien sûr, c'est une fierté. Oui. Et moi, je suis en fin de carrière, mais je sens un frémissement de reconnaissance. Jusqu'à présent, si vous voulez, toute ma vie, j'étais un peu l'exploiteur, j'étais un peu pas plus aimé de mes salariés, parce que mes salariés, j'ai toujours été très bien considéré. Mais par rapport à l'extérieur, les gens, les copains qui sont médecins, surtout que dans certaines régions, il n'y a pas du tout d'entrepreneuriat. Dans le sud de la France, il y a le tourisme et puis c'est fini, quoi. Alors que dans d'autres régions comme le Nord et Paris, etc., les mentalités sont totalement différentes. Mais j'ai jamais j'ai jamais senti de reconnaissance. Parce que, tout le monde en parle. C'est la seule solution. La seule solution, créer des emplois. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à des entrepreneurs en herbe pour les amener à dire, pour passer le pas, qu'est-ce que... Mais il faut qu'ils trouvent des mentors. Un mentor, ça peut être le père, l'oncle, un ami, n'importe qui vont leur donner confiance en eux pour qu'ils fassent le pas, et quel que soit l'âge. Leur faire passer des épreuves aussi, de dire de les mettre au défi Non, pas les mettre au défi, mais quand on discute avec quelqu'un, on voit tout de suite s'il a la fibre entrepreneuriale ou pas. Tu vas voir à quoi? D'abord, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Si on prend un gamin qui a été champion de France dans un sport, il est obligé de réussir. Je suis désolé. Il aura la volonté, la rigueur, il aura un but, et
c'est atteindre le but. Voilà. Moi j'ai un fils qui a été champion de France de course d'orientation. Un jour on était dans la colline, mais perdu. Ben, lui il me dit mais non, mais on va trouver. Alors je dis bon ben on est perdu, ben, on va attendre demain matin. Il fait nuit, on voit rien, on va attendre. Eh ben non, lui non. Lui non. Ben, c'est pas pour rien qu'il a été champion de France. Et si on prend... C'est pour ça que le sport est très important, parce qu'on peut faire un parallèle. Sans tomber dans l'excès, parce que le sport, pour être champion du monde, par exemple pour le champion olympique, pour moi c'est une espèce de folie. Tu dis qu'on peut détecter dans ce que les gens ont fait, alors une capacité de devenir entrepreneur, il y a d'autres choses qu'on peut détecter dans la personnalité de quelqu'un, dans leur relation avec quelqu'un. S'il a un diplôme, un très très bon diplôme, il n'aura pas envie de se mettre à son compte. C'est plutôt un obstacle dans ce que tu dis. Voilà, oui, pour moi c'est un obstacle. Parce que s'il a fait Polytechnique, on va lui faire des ponts en or pour pantoufler dans une boîte où il ne va pas faire grand chose. Aussi, parce qu'il bosse aussi. Il va un peu bosser, il va un peu bosser, oui c'est vrai. Mais avant qu'il gagne au début, en étant entrepreneur, autant que ce qu'il va gagner en tant que salarié, c'est difficile, Mais moi j'ai un ami qui a un bureau d'études, il est polytechnicien, ça marche très bien. Il a du personnel, ça marche très très bien. Il a créé sa société. C'est aussi possible. Ah oui, bien sûr. C'est un obstacle, mais c'est quand même possible. Ah oui, bien sûr. Mais après, là, ils ont un relationnel, un carnet d'adresses qui est extraordinaire. Donc ils sont obligés de réussir. Quoi qu'ils fassent. Parce qu'ils ont des copains partout. Et s'ils savent se vendre un tout petit peu, en disant voilà, je fais ça, et est-ce que tu n'as pas du boulot pour moi? À ce moment-là, il y a des écoles comme les arts et métiers qui sont très forts. Et ça, c'est un atout. Donc tu dirais quoi à quelqu'un qui s'interroge sur le fait de passer le pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour qu'il ose y aller? Là, on a des gens qui... Il faut qu'il trouve des gens qui vont les aider. C'est pas difficile. Moi, je fais partie d'une association, pas qu'à entreprendre, justement. On aide les gens à reprendre des boîtes et on les finance. Donc, on est des dirigeants, des avocats, etc., avec une certaine expérience. Ils passent en commission. Si ils vendent leurs produits, donc voilà, il faut qu'ils arrivent à vendre leurs produits. Des fois, on dit non parce que le gars n'est pas sympa. S'il n'est pas sympa avec nous, avec qui il sera sympa? Il vient chez nous pour chercher de l'argent, chercher des conseils. Donc, une fois qu'on l'a coopté, bon, on lui prête de l'argent. Ça peut aller jusqu'à 80 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Et on le suit pendant 2 ans, on le suit. C'est-à-dire qu'il choisit un mentor qui a l'expérience, 1 ou 2 ou 3, et puis quand ça va très mal, on fait une task force, on réunit des gens compétents, et ça marche, c'est obligé. Aller voir du monde, se vendre, choisir des mentors. Et oui. C'est ça les pistes de démarrage. Oui, puis il ne faut pas avoir trop d'orgueil. On dit dans le genre, oui, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de contact. Et ça, quand on a un gros diplôme, c'est une difficulté, parce qu'il faut redescendre. Et les gens n'acceptent pas toujours. C'est pas une question d'âge. Pas une question d'âge. Non, moi je prends l'exemple de quelqu'un qui avait repris une boîte, il faisait une pièce pour Land Rover, un pare-choc pour Land Rover, et 95% de son chiffre d'affaires c'était ça. Mais il était issu de la maîtrise, c'était pas un dirigeant. Il avait repris la boîte comme ça, par hasard. Il dit mais dans un an il arrête un Land Rover et j'ai plus rien à faire. Alors on s'est réunis, on était une dizaine, et on lui a dit ben voilà, tu vas à Londres, tu vas chez Land Rover, et tu prends une belle voiture, parce qu'il ne faut pas y aller en jean, tu mets un beau costard, et tu dis voilà, je travaille pour vous, vous êtes content? Oui, ça se passe très bien depuis 10 ans, très content. Et il dit je sais que vous allez arrêter Land Rover, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu ne dis pas ce que tu es capable de faire, ils s'en foutent complètement. Je suis capable de faire ci et ça, ils s'en foutent. Il dit quels sont vos problèmes pour la prochaine voiture? Voilà, c'est du marketing, il faut les écouter. Hein? Et il est revenu enchanté. Il a ça d'études à faire, parce qu'ils ont plein de problèmes. Et tu dis, voilà, ce problème-là, je m'en occupe, celui-là non, celui-là oui. Et voilà, et là, il est reparti. Alors qu'il était complètement désarmé, premièrement, parce qu'il n'osait pas aller voir les cadres Land Rover en étant agent de maîtrise. Et je dis, mais ça, c'est pas un problème. Parce que tu as une expérience, ils sont contents de toi. Donc déjà, tu as une porte d'entrée,
tu as les rendez-vous. Et ça s'est très bien passé. Mais il fallait qu'on soit derrière lui pour dire oui, mais aie confiance en toi, parce qu'il n'avait pas du tout confiance en lui. Donc on était 10 autour de la table, il y avait des avocats, des notaires, des experts comptables, des gens dans les affaires. On dit ok, mais c'est pas un problème, tu y vas.